Merci infiniment, cher Herman. Merci, collègues, monsieur le consul, représentant. Je suis très heureuse de voir. Il y a plusieurs amis ici dans la salle et je vous en remercie de votre présence. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de terminer cette discussion et je voulais remercier mon ami Oktay d'avoir parlé de l'environnement. En fait, j'hésitais à vous parler de l'environnement, mais je vais parler quand même d'Ukraine, un sujet dont je suis assez expert dans la matière. Pour ceux qui étaient là ce matin, je vais reprendre un petit peu mon texte de ce matin, donc vous allez entendre le début. Et d'abord, je remercie infiniment les traducteurs et les traductrices pour leur travail. La crise ukrainienne a encore une fois mis à l'épreuve l'ordre mondial. Le droit international, le cadre sécuritaire international, notamment l'OTAN, qui a été établi après la Deuxième Guerre mondiale. Dans mon livre sur l'Ukraine, j'ai vu que ce pays était la clé de voûte de cette guerre à venir en Europe. Et que l'exclusion de la Russie par l'Occident la poussera dans les bras de la Chine, comme nous l'avons constaté lors de leur déclaration commune le 4 février 2022, notamment ceci, et je cite, « Certains efforts par des États à imposer leurs propres standards démocratiques sur d'autres pays, à monopoliser le droit de déterminer le niveau des critères démocratiques respectés, de tirer les lignes de division sur une base d'idéologie, y compris en établissant des blocs exclusifs, et on en avait parlé tout à l'heure, ou des alliances de convenance, démontre largement la mégarde totale contre l'esprit et les vraies valeurs de la démocratie. Ces tentations d'hégémonie posent des menaces sérieuses à la paix et à la stabilité globale et régionale et bafouent l'ordre mondial. En 2019, j'ai commencé à écrire un livre intitulé Competing Forces, Polycentric Governance. En voici l'introduction. Je cite, « À l'aune de la crise ukrainienne, et ayant passé les 2 derniers jours à écouter des leaders mondiaux plaider et menacer avec des sanctions afin d'éviter la guerre en Europe, mes questions initiales reviennent en force. Quel pays ou quel pays pluriel pourrait dominer le monde tel que les États-Unis l'ont fait jusqu'alors? Sont-ils prêts à faire la guerre, encore, après s'être retirés après 20 ans de présence en Afghanistan? La dominance des États-Unis est mise à l'épreuve et comme toute grande puissance, elle est prête à maintenir son statut de grande puissance et ses intérêts. Comme vous le voyez, et on en parle toujours de la même dilemme, l'échec des instances internationales à prévenir des guerres, des atrocités, des génocides, le nettoyage ethnique et les pires crimes de l'humanité. Pour illustrer ces propos, je vais commencer par la conférence de sécurité de Munich, qui a eu lieu les 14 et 16 février dernier, et mettre en lumière quelques propos liés directement à notre discussion aujourd'hui. Le panel avec le président Mahama de Ghana a dit qu'il faut réformer le Conseil de sécurité et demander quel est le rôle de l'ONU dans le fait que son pays a été attaqué sans qu'il n'y ait de coupables clairement identifiés. Sans que personne soit identifié comme coupable, le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo pense que le système multilatéral doit être repensé. Il y a d'autres moyens, comme nous avons entendu tout à l'heure, pour agir. Et comment peut-il, le système multilatéral, fonctionner? Il y a 7 millions de personnes qui ont été déplacées
Et c'est la Rwanda qui a provoqué cette situation. L'intégrité territoriale n'est pas respectée. Kaya Kallas, la haute commissaire pour les droits de l'homme, la haute représentante de la diplomatie de l'Union européenne, a dit que les pays ont violé la charte de l'ONU. Elle pense qu'il faut développer davantage le droit international. Ce qui manque à l'ordre international est la responsabilité, en anglais on dit accountability. Afin de prévenir des guerres à venir, il faut travailler ensemble pour préserver le multilatéralisme. Volker Türk, le haut-commissaire pour les droits de l'homme, a dit que si le monde multilatéral n'a pas de barrière de sécurité, le droit international et les droits de l'homme vont être bafoués. Nous devons, je crois que c'était dit ici aujourd'hui, nous devrions appliquer la loi. Si les personnes travaillant pour ces institutions sont attaquées, ces institutions seront affaiblies. Maintenant, faisons un zoom sur la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était largement discuté aujourd'hui, suivi par quelques exemples de guerre, un arrêt sur image de la guerre en Ukraine, pour illustrer mon propos, et enfin quelques solutions, remèdes et conclusions. À rappeler que la principale responsabilité du Conseil de sécurité est de maintenir la paix et la sécurité au niveau international, et que le Conseil de sécurité pourrait se réunir lorsque la paix est menacée. Quand il y a une plainte déposée au Conseil, il est recommandé que les parties essayent de trouver un accord par des moyens pacifiques. Voici quelques exemples. Myanmar. Le Conseil de sécurité devrait prendre des mesures plus conséquentes afin d'adresser la question des droits, y compris en mettant en place un embargo des armes, référer le dossier au corps pénal international, imposer des sanctions ciblées sur les sociétés qui appartiennent aux militaires. 2. Anciennement Yougoslavie, je vais juste citer quelques noms, après je vais revenir sur l'Ukraine. La Syrie en 3, l'Irak en 4 et en 5 Gaza. Maintenant on revient à l'Ukraine et j'ai beaucoup de détails, donc j'espère que ça va vous intéresser pour juste montrer un peu le déroulé de ces détails et comment ça a commencé et comment ça continue et des résultats ou pas et des nombres de réunions. C'est assez détaillé, je vous prie de m'excuser, mais je pense que c'est important pour illustrer mon propos. L'Ukraine, le 16 mars 2014, le référendum organisé en République autonome de la Crimée et de la ville de Sébastopol n'a aucune validité. Il faut noter que l'Assemblée générale a adopté cette résolution après l'échec du Conseil de sécurité d'adopter la sienne le 15 mars dernier. 2014, bien sûr, à cause de l'opposition de la Fédération de la Russie. On en parlait du veto. Le représentant de Liechtenstein s'est d'ailleurs dit surpris que cette dernière ait pu exercer son droit de veto, arguant de l'article 27-3 de la Charte des Nations Unies qui stipule que les membres du Conseil, partis à un différend, devraient s'abstenir de voter sur les décisions prises en vertu du chapitre 6 de la Charte. Il a invité une réflexion sur les raisons de cette anomalie. Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine signe un décret qui officialise l'annexion illégale en droit international de la Crimée par la Russie. La résolution 2144 du 21 juillet 2014 condamne les groupes armés sur le territoire ukrainien d'avoir abattu le vol civil MH17 au-dessus du province de Donetsk avec 298 passagers à bord. Une de ces premières résolutions concernant l'Ukraine et la guerre imminente et la présence toujours niée
par des Russes sur le territoire ukrainien et qui est le sujet de la résolution 2022 en 2015 sur les accords de Minsk qui approuve le document signé le 12 février 2015 intitulé « Ensemble de mesures visant l'application des accords de Minsk ». Le 15 mars 2018, François Delattre, l'ambassadeur français à l'ONU, intervient au Conseil de sécurité au sujet de l'occupation russe de la Crimée, 4 ans après une annexion illégale de la Crimée par la Russie, et déplore le rôle et les limites du Conseil de sécurité des Nations Unies et des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, afin de trouver une solution aux violations de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et voici une citation. Cette violation flagrante du droit international ne peut rester sans réponse, faute de quoi, au lieu de relations internationales fondées sur le droit, la communauté internationale retomberait dans un rapport de force des structures fondées sur la violence. C'est cela qui est en jeu et vous en avez parlé. 2014, et je vais aller très vite après, c'est le nombre de réunions, ce qu'il faut noter, puisqu'il y en a des réunions. En 2014, il y a eu 22 réunions du Conseil de sécurité. En 2015, il y a eu 6 réunions, dont une résolution le 17 février. En 2016, et je passe les détails, j'ai beaucoup de détails, en 2016, une réunion sur la mise en œuvre des accords de Minsk. 2017, réunion de 2 février, sur la 4e année de la guerre et les avancées vers Advika. 10 000 Ukrainiens déjà tués, 23 000 blessés. 2018, 3 réunions, dont une d'urgence demandée par les Ukrainiens, suite à une attaque par les Ukrainiens le 25 novembre sur les navires russes dans le détroit de Kerch. 2019, que 3 réunions. 2020, une réunion. 2021, 0 réunion. Alors ça s'accélère puisqu'en 2022, il y a eu 38 réunions et c'est ici où j'aimerais insérer comment la Turquie a voté et co-sponsorisé dans une session d'urgence spéciale de l'Assemblée générale le 2 mars 2022. Pendant cette session, les membres ont largement voté 141 à 5 à passer une résolution qui dénonce l'invasion et demande que Moscou retire sa présence militaire. 14 pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont voté pour cette mesure, dont la Turquie. Un pays a voté contre, 3 se sont abstenus et un pays n'a pas voté. Voici la déclaration de la Turquie. Merci de convier cette session urgente et historique, car encore une fois, le Conseil de sécurité a échoué à remplir sa première responsabilité. Cette session a été organisée à cause d'un acte d'agression illégale, comme vous l'avez bien dit, non justifié et illégitime contre un membre fondateur des Nations Unies, par un membre permanent de l'organe chargé de préserver la paix et la sécurité. Nous réitérons que l'offensive russe actuelle contre l'Ukraine viole les principes sur lesquels cette organisation a été fondée. Les règles et principes qui devraient prévenir des guerres et protéger l'humanité des conséquences désastreuses. La communauté internationale ne pourrait pas être spectateur d'un tel acte d'agression. À travers la résolution d'aujourd'hui, les Nations Unies soulignent haut et fort qu'elle est clairement contre ces énormes violations de l'indépendance, la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'unité politique des États membres. Nous appelons la Russie de tenir compte des demandes de la communauté globale et plaidoyer de ces peuples d'arrêter ces opérations militaires. Retirer ses forces de l'Ukraine, revenir sur sa décision concernant les régions de Donetsk et de Luhansk de l'Ukraine et son annexion de la Crimée, et revenir vers la diplomatie et le dialogue sans délai. Nous réitérons notre appel pour une réponse immédiate humanitaire. En tant que voisins et amis des deux peuples russes et ukrainiens, la Turquie est prête à faciliter le règlement pacifique de ce conflit. En 2023, il y a eu 36 réunions et en 2024, 4 réunions. Donc, quelle est la solution? D'après mes recherches et les citations ci-dessus, il semblerait que nous trouvons dans le cas où ce sont des pays développés contre les pays en voie de développement, comme ça a été dit. Car le Conseil de sécurité n'a pas changé son format, sa composition depuis sa fondation. Et d'après mes recherches, j'ai trouvé quelques suggestions qui ont émergé. Ce qu'il faudrait, et ça a été dit ici déjà, il faudrait une représentation non alignée au Conseil, qui pourrait décliner par des groupes géographiques, on l'avait vu. Des décisions nord-sud. Plus de membres permanents, on avait parlé, agrandir le Conseil. Est-ce que ça va être efficace ou pas? Et l'approbation de 2/3 de l'Assemblée générale pour utiliser des sanctions ou l'action militaire. Et il y en a d'autres. Quelle est la solution pour trouver un consensus et résoudre les plus graves crises de notre ère? Alors, j'ai terminé sur un point, soit Yalta ou soit Helsinki. Si on regarde la conférence de Yalta, qui a eu lieu les 4 et 11 février, donc il y a 80 ans, tout juste en 1945, le président Stubb de Finlande a posé la question à la conférence de sécurité de Munich. Est-ce que nous sommes dans une période Yalta ou une période de Helsinki? Pour rappel, à Yalta, il y a eu des discussions sur l'avenir des Nations Unies. Et toutes les parties se sont mis d'accord sur le plan américain concernant la procédure du vote au sein du Conseil de sécurité, qui a été élargi à 5 membres permanents, comme vous le savez. Il a dit qu'il faut plus de Helsinki, où on reconnaît l'indépendance d'un pays, sa souveraineté et son intégrité territoriale. J'ai presque fini. Les discussions ont commencé en 1972 et le Helsinki Final Act a été signé le 1er août 1975. Et voici les 4 paniers, juste pour rappel, pour terminer, si tu le permets, Jérôme. Le premier panier comprenait les 10 principes politiques et militaires, tels l'intégrité territoriale, la définition des frontières, la résolution pacifique des conflits et l'implémentation des mesures de confiance entre les forces militaires opposées. Dans le deuxième panier, on misait sur les affaires économiques, comme le commerce, comme on a parlé nos amis, et la coopération scientifique. Le troisième panier mettait l'accent sur les droits de l'homme, y compris la liberté d'émigrer, la réunification familiale, divisée par les frontières internationales, des échanges culturels et la liberté de la presse. Enfin, et je termine, la quatrième panier a formalisé les détails de réunions à venir et l'implémentation des procédures. Donc, je voulais juste terminer avec une citation, si tu le permets, Herman. Le Premier ministre croate a dit que le président russe se comporte contre les règles
et les lois internationaux. Il a dit que l'ONU est bloquée. L'OSCE est bloquée. Et donc, au lieu du consensus, on a des blocages qui résultent en des conflits sans issue, sans résolution. Je vous remercie.